Les titres, Alain Prost premier à Silverstone, c'est sa 50e victoire en Grand Prix. 4 jours après l'annonce de son renvoi devant le tribunal correctionnel en tant qu'ex-trésorier du PS, Henri Emmanuelli contre-attaque et interpelle le garde des Sceaux sur la République des juges. Le général Morillon de retour en France demain après 11 mois passés à Sarajevo. Un bilan, vous l'entendrez, quelque peu amer. Édouard Balladur présidera demain en Lozère un conseil interministériel sur l'aménagement du territoire. Dans ce journal, dossier complet sur les enjeux de la désertification de nos campagnes. Le Tour de France, victoire d'un Américain à Verdun, le Belge Museux, toujours maillot jaune. Madame, Monsieur, bonsoir. Le dicton du jour tout de suite à la Saint-Benoît, Prost et le roi. Le pilote français est en effet devenu aujourd'hui le premier champion de Formule 1 à avoir inscrit 50 fois son nom au palmarès d'un Grand Prix, loin, très loin du record de 27 Grands Prix détenu par Jackie Stewart. Prost s'est imposé cet après-midi sur le circuit anglais de Silverstone. Commentaire Laurent-Frédéric Bollet. Du haut de ces deux podiums, 50 victoires vous contemplent. Grand Prix de France 1981, Grand Prix d'Angleterre 1993, 12 ans pour 50 succès en Grand Prix, 12 ans pour qu'un petit bonhomme d'1,65 m devienne un géant du sport automobile. Il y a 12 ans, sa première victoire avait été chanceuse, il avait plu, il y avait eu 2 départs, Prost en avait profité. Aujourd'hui, le Français a aussi connu la fortune car le héros de la course a été Damon Hill, son coéquipier, obligé d'abandonner alors qu'il était en tête. Au départ, l'Anglais sur ses terres prend effectivement les choses en main, brûlant la politesse à Prost, qui avait pourtant réussi la pole position. Derrière, Senna en fait de même, c'est le début d'une lutte somptueuse pour la 2e place. Entre les deux ténors de la F1, on ne se fait pas de cadeaux, Senna bouge tous les angles et résiste au maximum. Prost qui finalement passe son grand rival, mais devant, il y a Hill qui contrôle la course. L'Anglais peut entrevoir sa première victoire chez lui. Il est manifestement survolté et les changements de pneus, contrairement à ce qui s'était passé au Grand Prix de France, ne changent pas la hiérarchie. La course est cependant neutralisée quelques minutes plus tard et Hill perd son avantage. Quand les deux Williams repartent, elles sont roue dans roue, Hill doit s'employer pour contenir Prost. Ceci est-il la conséquence de cela? Toujours est-il que le moteur de la Williams numéro 0 rend l'âme. Abandon pour Hill, mortifié comme son patron, chez qui passe une lueur d'émotion. Bye bye Damon, Prost n'a plus qu'à surveiller Schumacher, 2e. Pour la 50e fois donc, Prost lève le bras au drapeau à damier. Comble de bonheur, Senna abandonne dans le dernier tour et ne termine que 5e. 50 fois premier et sans doute un 4e titre bientôt en poche, Prost, qui a comme anagramme sport, peut être fier d'un parcours désormais légendaire. L'affaire Valenciennes OM, 8 semaines d'un feuilleton à rebondissement. Dernière en date, la mystérieuse visite effectuée ce matin par le juge Beffy à la prison de Valenciennes, où est détenu, je vous le rappelle, le joueur marseillais Jean-Jacques Edely. Reportage de nos envoyés spéciaux Anne Mourgue, Hervé Pozzo. Le juge Beffy avait fait savoir qu'aujourd'hui dimanche serait pour lui un jour de repos. Il n'a pourtant pas chômé. Ce matin, il s'est rendu à la prison de Valenciennes, là où est écroué Jean-Jacques Edely, le joueur marseillais soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire dans l'affaire de corruption. Edely qui vendredi niait encore les faits reprochés. En sortant, le juge indique simplement qu'il n'a pas entendu Jean-Jacques Edely. Les deux hommes se sont-ils rencontrés? Ont-ils convenu de se revoir? Jean-Jacques Edely a-t-il fait de nouvelles déclarations? Est-il passé aux aveux? Seul, sans son avocat qui n'a pas été vu à la prison ce matin. Sa dernière visite date d'hier. À la sortie, une seule déclaration, son client vient d'écrire une lettre au juge. En l'état actuel, la seule chose que je puis vous indiquer, c'est qu'il a manifesté son désir d'être entendu rapidement par le juge d'instruction et qu'à cette fin, à ma connaissance, il a fait parvenir une lettre. Jean-Jacques Edely se retrouve aujourd'hui seul contre les 3 joueurs valenciennois qui dénoncent la corruption. Seul contre les aveux de sa propre femme. S'il se décidait lui aussi à parler, une seule personne sur les 5 mises en examen continuerait de nier. Il s'agit de Jean-Pierre Bernès, le directeur financier de l'OM, mais aussi le bras droit de Bernard Tapie. La semaine qui s'annonce pourrait être décisive. Les joueurs marseillais ont été l'objet hier soir d'une nouvelle confrontation avec le public, cette fois celui de Narbonne où l'OM était venu disputer un match amical d'échauffement, cela 2 semaines avant le début du championnat de France. Reportage Sandrine Meurck, Olivier Combe. OM le retour, chaleureux, une première accalmie dans la tourmente qui secoue les joueurs marseillais.
Par rancunier, les supporters ont enterré l'affaire OM pour retourner à leur véritable affaire, un beau match et un ballon sans bavure. On n'essaie pas de trop se poser de questions, on vient voir le match, c'est tout, c'est pas après tout ce qui se passe derrière. Au lieu de parler du chômage en France, on parle de Marseille. Et puis Tapi lui, crée beaucoup de jalousie. Hein. Et sans rancune pour tout ce qui s'est passé? Non. Le foot c'est pas pourri. On peut les excuser. Pourquoi? Parce que c'est une bonne équipe. Plus étroitement unis dans l'adversité, stimulés par les attaques successives, les joueurs viennent aussi de reconquérir leur public et ne peuvent plus se plaindre d'être seuls contre tous. S'il y a des gens qui veulent s'attaquer à l'Olympique de Marseille, je crois que c'est ni le peuple marseillais, ni le peuple de Narbonne, ni le peuple du football français. Ce sont d'autres raisons, d'autres motivations qui n'ont rien à voir avec le football. On en a la preuve à chaque match. C'est vrai que cette affaire, ça fait du mal, pas seulement à l'OM mais au football français. Et je crois que les gens sont un petit peu, savent pas trop sur quel pied danser, tant qu'on n'aura pas le verdict de toute cette histoire. Mais je pense que les gens, quand même, malgré tout, aiment toujours autant l'OM. Des milliers de supporters pour ces retrouvailles en terrain narbonnais et des joueurs visiblement solides des jambes, mais aussi de la tête. Ça veut dire qu'on est encore dans le cœur de tous ces jeunes et c'est plus important. La politique française, 4 jours après l'annonce de son renvoi devant le tribunal correctionnel et l'annonce de sa démission de l'Assemblée nationale pour se représenter devant les électeurs, Henri Emmanuelli a réglé ses comptes à l'occasion d'une fête de la Rose dans les Landes. L'ancien président de l'Assemblée nationale a en effet interpellé vivement l'actuel garde des Sceaux en affirmant qu'il refusait le gouvernement des juges et il a annoncé qu'il publierait très prochainement un livre blanc sur les incohérences, a-t-il dit, de cette affaire Urbain-Sagesse. Sur place, Gilles Marinet. Il l'attendait depuis des heures dans la salle des sports de Magès. Henri Emmanuelli fait son entrée, les socialistes landais répondent par une longue ovation. L'ex-député sait alors qu'il peut compter sur ses troupes pour partir à la reconquête de son siège. Localement, sa démission a eu un effet mobilisateur. La pluie qui noie la fête de la Rose n'a pas douché les militants. Par rapport à M. Emmanuelli, alors là je crois que par rapport à Henri, je crois que tous les militants des Landes sont fidèles et solidaires. Là. Alors il n'y a aucun problème là-dessus. C'est agréable en démocratie d'avoir confiance dans un de ses élus et regrettable de perdre confiance en sa justice. Je suis une inconditionnelle de M. Emmanuelli. Oui, il a très bien fait de démissionner pour pouvoir se défendre honnêtement. La confiance, l'image du marque locale, Henri Emmanuelli s'est enjoué, tout comme il se pose en victime d'un complot politique. Je pense que si on veut faire le procès des partis politiques avant les lois de financement public quant à leur financement à l'époque, alors on fait un procès, mais on fait un procès politique. On n'essaie pas de transférer au plan pénal une question politique à mon humble avis, le suffrage universel avait déjà tranché. C'est une solidarité politique aussi, on voit bien qu'il y a un combat politique à mener, nous allons le mener avec lui et on commence aujourd'hui. À la tribune, l'ex-député des Landes n'est pas entré dans le détail de l'affaire du financement du Parti socialiste. Il a simplement promis d'envoyer à chaque militant, chaque électeur, un livre blanc sur la question. Cet été, les Landais ne s'attendaient pas à une telle corrida. Les lois Pasqua sur l'accueil des étrangers en France et sur les contrôles d'identité ont été les principales cibles des discours prononcés à l'occasion du 4e congrès du mouvement SOS Racisme ce week-end à Créteil, près de Paris. Reportage Jean-Baptiste Prédali, Vincent Maillard. Pour son 4e congrès, SOS Racisme s'est offert un vrai congrès, avec ses slogans, sa salle debout, ses invités. Simone Veil annoncée n'est pas venue, les 400 délégués ont eu Abraham Serfati, l'opposant marocain, et l'ambassadeur de Bosnie. Regards extérieurs pour ouverture revendiquée. On n'est pas là pour défendre les immigrés en Europe, on est là pour que l'Europe de demain, ça ne soit pas la Bosnie, ça ne soit pas l'Europe de la haine, ça ne soit pas l'Europe des agressions, ça ne soit pas une Europe qui se recroqueville et qui ne soit plus capable d'aider les pays de la Méditerranée, les pays d'Afrique à s'en sortir. Reste la France et la recherche d'un second souffle, contre les lois Pasqua sur l'immigration, contre le nouveau code de la nationalité. Dans la rue, la mobilisation a été relative. Les congrès servent justement à remonter le moral militant. On a souvent tablé sur notre lassitude, notre épuisement, voire pour certains notre disparition, à chaque fois que nous avons dit, et je le répète ici, ne comptez pas sur nous pour laisser tomber. Aujourd'hui, SOS Racisme a 9 ans. Pour la base, c'est l'âge des certitudes. Je crois que la gauche antiraciste va se remobiliser. Il est clair qu'il faut expliquer à l'ensemble de la population que
L'ennemi, c'est pas l'immigré, mais l'ennemi, sont les exclusions et les inégalités sociales. Force d'appoint pour Gauche à remobiliser ou mouvement autonome, SOS Racisme cherche sa voie, sans pouvoir compter sur ses fondateurs. Eux font leur vie politique ailleurs. En Allemagne et plus précisément en Bavière, nouvel incendie criminel contre un immeuble occupé par des étrangers, 13 blessés. Depuis 1 an et demi, l'Allemagne réunifiée a connu 3000 attaques racistes qui ont coûté la vie à 26 personnes au total. Commentaire Florence Mavic. Ce grand-père n'en revient pas. À Kempten, petite ville de la très indépendante Bavière, on voulait croire que les attaques contre les étrangers, ça n'arrivait que chez les autres, à Solingen, Berlin ou Magdebourg. Ce matin, ces carcasses calcinées ont provoqué la stupeur. Des inconnus se sont introduits dans le garage d'un immeuble pour y allumer un incendie. 12 locataires ont été intoxiqués par la fumée. Un 13e a été grièvement blessé par l'effondrement d'un escalier. Quelques kilomètres plus loin, Bad Tölz, bourgade aussi pimpante que ses voisines. Ici, c'est une partie de l'hôtel de ville qui a brûlé la nuit dernière. Cette semaine, c'est le second incendie. Même chose à Roth, près de Nuremberg. Les habitants se demandent jusqu'où ira cette violence xénophobe. Pire, en Allemagne, on commence à douter de sa police. Celle-ci se voit contestée après sa récente intervention contre des terroristes de la fraction Armée Rouge, mais aussi pour sa relative passivité lorsque des groupuscules d'extrême droite s'en sont pris à des foyers d'immigrés. Si l'on en croit le macabre décompte effectué par un délégué des Nations Unies sur place, plus de 140 000 personnes ont trouvé la mort depuis le début du conflit dans l'ex-Yougoslavie. Dernière victime en date, un journaliste britannique dont le corps a été retrouvé près de l'aéroport de Sarajevo. Après avoir passé près d'une année dans la capitale bosniaque, le général Morillon a fait ses adieux officiels à Sarajevo à la veille de son retour en France pour ce qu'il a appelé une longue permission. En compagnie de nos envoyés spéciaux, Laurent Boussier, Bruno Giraudon et André Goulinet, le général Morillon a dressé un premier bilan, vous allez l'entendre, teinté d'amertume. Je pars insatisfait, mais après tout, être insatisfait, c'est un moteur de l'action, hein, puisque lorsqu'on est satisfait, on se croit arrivé. Je pars triste de ne pas avoir été capable de donner une suite concrète aux espoirs que la population a fondés sur mon nom, mais je pars plein d'espoir parce que je sais bien que le général Bricmont poursuivra l'action et que ses espoirs, c'est lui qui les réalisera, tant mieux pour lui. Bon, on est arrivé là dans un pays qui était malade du mensonge et de la peur provoquée par le mensonge. Et dès le départ, nous le savions, notre mission devait être de tenter de calmer la peur en rétablissant la vérité. Ça a été extrêmement difficile et nous n'avons pas encore gagné ce combat, loin de là, mais ça a en tout cas été un de mes objectifs principaux. Je considère que la Fort-Pronu dans son ensemble a le droit d'être fier d'avoir accompli cette mission. C'était une mission difficile, ingrate. Elle a été remplie. Il y a une part de la mission qui avait valeur d'impossible et qui était de restaurer la paix entre des partis qui n'en voulaient pas encore. Alors on n'a pas à rougir de ne pas l'avoir accompli, sûrement pas. Mais cette mission de médiation qui, en attendant l'établissement d'un armistice durable, a permis d'avoir un certain nombre d'accords successifs de cessez-le-feu, a quand même aussi évité un certain nombre de tragédies et de pertes et de destructions supplémentaires. Elle est loin d'être achevée. Les soldats qui viennent d'arriver, que vont-ils faire que n'ont pas fait les autres? Disons qu'ils vont ajouter à la présence des autres pour contribuer à cette mission principale qui est de calmer la peur, rétablir la confiance. Et le fait qu'ils soient plus nombreux, mieux armés, devrait y contribuer, car pour rétablir la confiance, il faut être respecté. Pour être respecté, il faut être fort. Donc, grâce à leur arrivée, la Fort-Pronu sera plus forte. Et c'est tout. Une question personnelle maintenant, quel est votre avenir? On a parlé d'un poste à l'ONU, de la première armée. Est-ce que vous êtes fixé sur votre prochaine affectation?
Ça sera une permission, si vous voulez bien, et je pense que je commence à en avoir besoin. Retour en France avec le gouvernement Auchan. Édouard Balladur va en effet présider demain à Mende, le chef-lieu de la Lozère, un conseil interministériel sur l'aménagement du territoire auquel participeront 17 de ses ministres. Choix éminemment symbolique, avec 73 000 habitants seulement, la Lozère est le département le moins peuplé de l'Hexagone, mais l'hémorragie de population a été stoppée. Parmi les très nombreux problèmes auxquels est confronté le monde rural, l'un des plus sérieux est sans doute celui de la fermeture des services publics dans les petits villages. Dans son discours d'investiture devant les députés, Édouard Balladur avait annoncé le gel de toute décision de fermeture. Pour bien comprendre l'enjeu de cette décision, ce reportage de Chantal Kimerlin dans ce que les habitants eux-mêmes appellent la Lozère de la Lozère. On s'est toujours battu quand même dans les Cévennes. Depuis les Camisards, il y a eu les maquisards, la résistance, on s'est toujours battu et on est prêt à se battre encore. Moi, maintenant, j'ai 80 ans, je verrai peut-être pas longtemps plus. Mais enfin, je pense que, après moi, je le souhaite surtout, qu'elle puisse vivre. Qu'elle puisse vivre ces montagnes. Et ce n'est pas son grand âge qui a empêché Chanzy-Verdéan de se battre pour elle. Monsieur le maire administre depuis 48 ans Saint-Martin-de-Boubeau, 149 habitants. Sa dernière victoire, partagée avec d'autres élus et tous les habitants des montagnes, avoir fait promettre le gel des fermetures du service public. Il faut qu'après ce gel, il n'y ait pas le dégel. Première victoire, l'école, sauvée de la fermeture. 6 élèves pour la rentrée, sûrement plus à l'avenir, car les jeunes couples commencent à s'installer dans le pays. Deuxième victoire, la Poste, sauvée de la fermeture. Pétition, manifestation, coup de pub, bon chiffre d'affaires. L'administration, qui ne veut pas parler, a bien dû céder. La mairie prête le local pour presque rien. Troisième victoire, l'épicerie. La mairie offre le local et l'habitation pour l'épicière. Et le magasin ne désemplit pas. Ça fait le bonheur du pays, c'est tout ça ferme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Même si on a le sentiment ici d'être les oubliés des programmes politiques, on s'accroche malgré tout à l'espoir. 17 ministres descendent demain à 50 km de Saint-Martin pour parler notamment de la survie des villages. Le maire veut y croire. Qu'il le fasse, voilà, qu'il le fasse, tout simplement, quoi. Et d'autres y croient moins. Vous savez. Vous y croyez plus? Non, je n'y crois pas. Allez, laissez-moi en aller, il me faut aller à la poste. Nous avons évoqué en début de journal les exploits de Prost dont les mauvais esprits diront qu'il ne travaille, lui, que le dimanche. Ce dossier du travail dominical a été remis au goût du jour par les dirigeants des magasins Virgin Megastore qui ont décidé, pour braver un arrêté préfectoral de fermeture, d'accueillir leurs clients tout ce week-end 38 heures consécutives. Le point de ce dossier compliqué avec Ève Mété. Hors la loi, la grande surface de livres et de disques sur les Champs-Élysées restait ouverte sans interruption ce week-end malgré l'interdiction préfectorale. Un forcing à grand renfort de publicité pour interpeller notamment le ministre du Commerce, Alain Madelin. Je ne souhaite pas faire une loi pour Virgin. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Je souhaite mettre de la souplesse là où c'est nécessaire pour le petit commerce, le commerce de proximité, le tourisme, les biens culturels. Mais bref, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de rigidité et qu'on ne fasse pas une guerre. On a bien d'autres choses à faire en ce moment entre les pro-dimanche et les anti-dimanche. Dossier feuilleton en fait que celui de l'ouverture des magasins le dimanche. Une loi qui pose en principe le repos dominical, des préfets qui selon le contexte local peuvent accorder des autorisations, des magasins qui à tour de rôle tentent le coup de force pour obtenir une ouverture générale et des ministres qui se penchent tour à tour sur le dossier en demandant des rapports au Conseil économique et social. On trouve des ministres du commerce comme François Doubin, arbitre entre grandes surfaces et petits commerçants, des ministres du travail comme Philippe Seguin et Martine Aubry, arbitres entre patrons de magasins et syndicats. Tous les ministres qui ont essayé de regarder le problème de gauche et de droite se sont rendus compte qu'il est prudent de protéger le dimanche. Le dimanche, c'est sacré, je dirais. C'est le moment où on vit autrement. Eh bien, je ne crois pas qu'on peut consommer sans difficulté du lundi au samedi, en nocturne, en continu. On peut faire ses courses en semaine et, je dirais, offrir un dimanche à une famille en allant faire ses courses en semaine.
Tous les sondages le disent, interrogés en tant que consommateurs, les Français sont plus nombreux à dire oui au magasin le dimanche. Mais en tant que salariés, ils disent en majorité non. Alain Madelin se dit prêt à rouvrir le dossier avec les partenaires sociaux. Feuilleton du dimanche, rendez-vous lors du prochain épisode. Les caprices de la météo. Dans le Var, 16 hectares de pinèdes ont été dévastés par le feu et une plage de la Seine-sur-Mer a dû être un moment évacuée. À 200 ou 300 km de là, l'hiver a fait un bref retour dans les Alpes autrichiennes où le trafic routier a été passablement perturbé par la neige. Aux États-Unis, canicules et inondations ont déjà fait 37 victimes et 2 milliards de dollars de dégâts. Premier bilan d'un été meurtrier avec Sandrine Goldschmidt. Le centre des États-Unis est envahi par les eaux. Depuis 2 semaines, le Midwest est victime de pluies torrentielles. Les 2 principaux fleuves, le Missouri et le Mississippi, sont en crue et on attend encore des tornades pour les jours à venir. Près de 25 000 personnes ont déjà dû être évacuées. Dans l'état du Missouri, une bande de terre de 320 km de long est noyée. Les habitants des villes ont parfois plus que les pieds dans l'eau. À Kansas City, le niveau atteint les 2 mètres dans certaines rues. 7 États sont principalement touchés avec des dégâts estimés à 1 milliard de dollars. Parmi ces États, 3, l'Iowa, l'Illinois et le Missouri, sont décrétés en état de catastrophe naturelle. Ils bénéficieront d'une aide fédérale pour reloger les sans-abri. En attendant, les habitants tentent de limiter les dégâts en disposant des sacs de sable pour retenir l'eau. Sur la côte Est, c'est la canicule qui a fait 21 victimes. On a atteint des records de chaleur, 40 degrés pendant 3 jours à Philadelphie, Boston ou New York. Mais la situation s'améliore aujourd'hui, les températures ont enfin chuté. 20 degrés à New York, une fraîcheur que tous accueillent avec satisfaction. Drame des vacances en Suisse où 8 touristes allemands et 1 touriste autrichien ont trouvé la mort. 17 autres ont été blessés dans un accident de rafting hier après-midi. Les 3 bateaux pneumatiques qui participaient à cette expédition ont été pris dans un tourbillon près d'une écluse. Ces embarcations n'ont pas respecté une triple signalisation qui interdisait formellement de naviguer à cet endroit. Le Tour de France, 8e étape et toujours pas de victoire française au grand dépit de mon PDG. Cependant, le blason des coureurs tricolores a été quelque peu redoré cet après-midi par le régional de l'étape, le Lorrain Pascal Lans, auteur d'une échappée solitaire d'une 50aine de kilomètres et qui a bien failli gagner. Sur le Tour, un Lans peut en cacher un autre, puisque c'est l'Américain Lance Armstrong qui a remporté l'étape. Thierry Clopeau. Ces derniers jours, le camp français faisait grise mine, aucune victoire d'étape. Aujourd'hui, on y a cru presque jusqu'au bout, à 70 km de l'arrivée, au galop. Une superbe échappée du régional de l'étape, le Lorrain Pascal Lans. Lans a tenu bon jusqu'à la côte de Douaumont, ici à 15 km de Verdun, où il s'est fait finalement rejoindre par le peloton. C'est dans cette côte de 3e catégorie qu'un petit groupe s'est détaché, parmi lesquels Stéphane Roche, le Mexicain Alcala, les Français Arnaud Epinsec et l'Américain Lance Armstrong. Derrière, coup de théâtre, chute d'un des favoris de ce Tour 93, Alex Zoulet, le Suisse, blessé au coude droit, aidé par ses coéquipiers, franchira finalement la ligne d'arrivée, mais avec 2 minutes 13 de retard sur son principal adversaire, Miguel Indurain. Devant, pour les échappés, c'est l'arrivée au sprint. À gauche de l'écran, c'est le champion des États-Unis, Lance Armstrong, 21 ans, qui l'emporte devant Alcala. Armstrong qui cette année a reçu un chèque d'1 million de dollars pour avoir remporté les 3 plus grandes courses américaines. Victoire donc dans cette étape à Verdun de Lance Armstrong, à noter les 3e et 4e places de Pinsec et Arnoux. Au classement général, pas de changement, le Belge Mouzeou est toujours maillot jaune. Demain, 9e étape de ce Tour de France, le contre-la-montre individuel autour du lac de Madine, 59 km. Ce sera le premier grand tournant de ce Tour de France. Miguel Indurain sera le grand favori. Aujourd'hui, il compte un peu plus de 3 minutes de retard au classement général sur Yann Museau. Mais il se pourrait bien que demain, l'Espagnol prenne ce fameux maillot jaune à Madine. Ce sera sur France 2 en direct. Tout à fait Thierry. Le Kényan Youbes Ondieki est entré dans la légende du sport hier soir à Oslo. Il est le premier athlète à avoir couru un 10 000 mètres en moins de 27 minutes. Il a pulvérisé hier soir de près de 10 secondes le précédent record du monde. Serge Djian. Un Kényan chasse l'autre. Youbes Ondieki a pulvérisé hier soir le record du monde établi lundi dernier par Richard Chelimo. Dès la mi-course, Ondieki avait lâché tous ses poursuivants. 5 km en solitaire, seul face au chronomètre. Ces foulées sont rythmées par les applaudissements du public d'Oslo. Un 50e record du monde va tomber sur cette piste de légende. Ce coureur des hauts plateaux installé aux États-Unis est pourtant un spécialiste du 5000 mètres. En 1989, il avait battu Saïd Aouita, invaincu depuis 10 ans sur cette distance. Une victoire de prestige confirmée 2 ans plus tard par un titre de champion du monde.
La performance d'hier soir est surprenante. À 32 ans, Ondieki dispute seulement le deuxième 10 000 mètres de sa carrière. À l'arrivée, 26 minutes 58 secondes 28, nouveau record du monde. Au championnat du monde, on pourrait bien assister à un fantastique 10 000 mètres avec les Kenyans Ondieki et Chelimo opposés aux Marocains Ska. Je voudrais maintenant vous présenter deux petits génies. Tout d'abord, Claire Lemercier, qui vient d'obtenir à 16 ans son bac C avec mention très bien et les félicitations du jury, et pour cause, avec une moyenne générale de 19,43 sur 20. Xavier entrera lui en 6e à la prochaine rentrée, il est bon élève, sans plus. Sa passion, c'est l'aviation. À 11 ans, il vient d'obtenir son brevet de pilote. Reportage Pascal Doucet-Bon, Alexis Marron. Il fait ses vérifications aussi bien qu'un adulte. D'ailleurs, tous les gestes de Xavier sont ceux d'un véritable aviateur. L'examen théorique de pilote privé qu'il a réussi n'était pas différent de celui des grands. Xavier a triomphé des cosinus, des cartes météo et de l'aérodynamique avec le plus grand naturel. Est-ce que tu as l'impression d'être un phénomène, toi? Non, pas du tout. Je suis comme tous les autres. Hein. On l'aura compris, malgré ses lunettes, le jeune pilote n'aspire pas à un statut de star. En vol, l'instructeur n'a qu'à surveiller. Xavier sait déjà tout faire. Xavier n'est pas un surdoué, simplement un touche-à-tout précoce. À 11 ans, il pratique le motocross, le waterpolo, la guitare, l'informatique. Il a juste préféré arrêter l'équitation parce qu'il trouvait ça trop dangereux. Beaucoup plus en tout cas que l'aéronautique. Son papa est d'accord, il est pilote d'hélicoptère. Les Gouins sont une famille de Pégases pour qui l'aviation est un mode d'éducation. On lui a présenté l'apprentissage de l'aviation comme une récompense à ses notes scolaires et comme une finalité logique au travail scolaire. Donc il a commencé par produire un effort au niveau de son école, et quand les résultats étaient bons, eh bien on a nous tenu nos promesses, c'est-à-dire qu'on est passé à la réalité. On l'a emmené un beau matin à Logne et on lui a dit ok, à partir de maintenant on commence à piloter. Ton papa il est pilote professionnel d'hélicoptère. Est-ce que c'est parce que tu as envie de faire comme lui que tu fais de l'avion? Non, pas du tout. De toute façon, déjà, l'avion et l'hélicoptère, c'est quand même assez différent. Et puis... En plus, c'est pratique parce que dans certains domaines, il peut m'aider. Xavier est le plus jeune pilote d'Europe, mais il n'a pas l'apanage de la précocité. Ils sont de plus en plus nombreux à voler très tôt. Curieuse époque où les petits princes deviennent des Saint-Exupéry. Pour découvrir en France, en bord de mer, des endroits préservés où aucun promoteur ne s'est aventuré, il faut avoir soit son brevet de pilote ou une bonne vue. C'est apparemment le cas de Marie-Hélène Bonneau et de Philippe Menu. Ils vont vous faire découvrir l'île aux oiseaux au large d'Arcachon. Autrefois, les ostréiculteurs travaillaient leur parc à huîtres depuis ces cabanes en bois. Ils étaient tributaires des marées et n'avaient pas de bateau à moteur. Aujourd'hui, seuls les vieux éleveurs d'huîtres et leurs familles ont le droit d'y résider. Ils payent une redevance de concession maritime aux ponts et chaussées. Tout est resté en l'état sur cette île comme en dehors du temps. Il n'y a toujours pas l'eau ni l'électricité. Jean Cobit a 73 ans, il était ostréiculteur dans le bassin d'Arcachon. Sa retraite, il la passe ici. C'est ma vie en retraite là. Ah oui, oui. Moi, je m'en viendrai plutôt ici que m'en aller en ville. Parce que c'est la solitude. Voilà. On est, pour moi, avec les copains, on est bien là. C'est notre nature, c'est la nature pour nous. Cette île était le repère des oiseaux, mais elle est victime de la pollution. Si les migrateurs s'y arrêtent encore, ils sont de moins en moins nombreux. Avec tout ce qu'ils mettent pour traiter la culture, l'oiseau, il est dans l'herbe, il vit dans l'herbe. Et alors là, quand il y a de la rosée, pour boire, il prend ce taux. Et l'eau, elle est contaminée. Voilà. Alors le gibier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dépérit par rien. Voilà, il dépérit et puis il vient, paraît-il, stérile. Un puits artésien a été creusé en 1924, mais le filet d'eau est de plus en plus mince. Il faut un quart d'heure pour avoir 10 litres, de quoi décourager les touristes. Le touriste sur l'île aux oiseaux, il va avec la marée. C'est-à-dire, il va venir comme l'eau et il va repartir. La plupart du temps, les bateaux contournent seulement l'île sans même y accoster. L'île aux oiseaux est à seulement 4 km d'Arcachon, mais encore à 1000 lieues de notre civilisation.
Avant de vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de nos programmes, cette petite devinette. Quelle est la définition du travailleur? Réponse, un japonais sans appareil photo. En général, en effet, les photographes japonais, on les rencontre plutôt au pied des monuments, aux rencontres internationales d'Arles. Ils exposent. Jean-Jacques Dufour et Bernard Connor se sont intéressés aux œuvres de M. Sakata. En japonais, tournesol, ça se dit Shimawari. Je le sais parce qu'en Arles, j'ai rencontré Eiichiro Sakata. Je viens de Tokyo, je suis né en 1941 et je suis ravi d'être en Arles. Qu'il s'agisse de portraits commandés par la presse japonaise ou de travaux pour la publicité, Sakata manifeste toujours un goût très prononcé pour la mise en scène. Son truc des tirages géants sur fond blanc, avec en prime beaucoup d'imagination et pas mal d'humour. Une qualité assez peu nippone, paraît-il. Oui, les Japonais sont sérieux en général. Je trouve qu'ils ont peu d'humour. Je crois que j'ai pas mal d'humour. D'ailleurs, il y a des gens qui, en blaguant, me disent que je suis à moitié japonais, à moitié italien. Non content d'exposer, Sakata en plus animé un stage, 5 jours renversants, si l'on en croit les élèves. C'est génial. C'est comme lui, fantastique. C'est-à-dire? Comme ça, comme quand il parle français, voulez-vous des cafés? Non, il est très spontané et il a un dynamisme fou. Bon prince, et ne voulant pas laisser repartir Sakata au Japon sans qu'il importe un peu de notre culture, nous lui avons appris à prononcer le mot tournesol. 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 Hein? Tournesol. So difficult to pronounce tournesol. 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 Échange pour échange, Sakata m'a avoué que là-bas, chez lui, on adorait Van Gogh et ses Shimawari. Voilà, je vous signale que toutes ces expositions sont visibles en Arles jusqu'à la mi-août. Cette toute dernière information pour vous faire saliver, le plus grand plateau de fruits de mer du monde a été réalisé par 48 restaurateurs et 150 bénévoles de Quiberon. Poids total, un peu plus de 10 tonnes, dont 1,5 tonne de palourdes et environ 900 kg de langoustines, cela sur une superficie de 300 mètres carrés. Dernier journal vers minuit 15, en compagnie bien sûr de Philippe Lefebvre. Bonne fête aux Benoît, aux Gentilminois. Dans quelques secondes, la météo d'Isabelle Martinet. Toujours des averses au programme de demain lundi, mais des éclaircies arrivent par l'ouest. Chouette, à demain 20h. Excellente soirée, merci.